Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain No Flower. No Rain No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit retour d'expérience quant à une thérapie que je suis pour soigner définitivement mes troubles alimentaires. Alors, un petit update de ma situation actuelle. Je suis tombée dans l'anorexie en 2015 et jusqu'en 2018, j'étais très malade. 2019, on va dire que c'est l'année où j'étais en pleine guérison. 2019-2020 même. Et puis en 2021, du coup en mars 2021, j'ai connu comme une petite rechute qui a duré quelques mois. En fait, c'est un peu le stress de la vie qui m'a replongée dans certains mécanismes que j'ai pu connaître quand j'étais anorexique. Donc à savoir le contrôle, la restriction, la pression du perfectionnisme. Après, je suis clairement pas retombée comme lorsque j'étais anorexique justement. Pour moi, c'était vraiment une micro-rechute qui est normale en fait, parce que la guérison, c'est pas linéaire, c'est parsemé de micro-rechutes. Et en fait, d'ailleurs, moi, je l'avais pas vu comme quelque chose de particulièrement négatif. Alors, j'en ai réellement souffert. Mais pour moi, c'était vraiment un signe de mon corps qui me disait qu'il restait quelque chose à traiter, justement pour pas que je rechute encore plus profondément. Du coup, je vous l'avais dit à ce moment-là, je m'étais jamais vraiment sentie aussi proche de la fin de mes troubles alimentaires, là où certaines personnes me disaient que c'était normal parce qu'on sort jamais vraiment définitivement des troubles alimentaires, etc. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que même si effectivement on peut garder une petite fragilité, je pense que vraiment on peut sortir complètement des troubles alimentaires, qu'on reste pas dans une quasi-guérison toute sa vie et qu'on peut vivre sans avoir une oppression psychologique sur le corps ou l'alimentation due aux troubles alimentaires. Mais bref, mon réflexe à ce moment-là, en mars 2021, ça a été de m'entourer à nouveau de professionnels et du coup, j'ai choisi la thérapie de l'EMDR. Donc, c'est un choix qui est personnel et que j'ai choisi parce que je trouvais cohérent avec mon parcours justement dans mes différentes thérapies que j'ai déjà fait. J'ai fait beaucoup de thérapies analytiques pour comprendre les événements de ma vie, les liens entre eux, pour comprendre en fait ce qui m'arrivait. J'ai fait une thérapie TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, pour défaire les schémas de croyances qui s'étaient faits depuis ma tendre enfance sur la vie et sur mes croyances, mes peurs, etc. Après, quand j'étais anorexique, du coup, j'ai eu 2 hospitalisations en service de troubles alimentaires. Donc là, c'était vraiment quand j'étais très, très malade. J'ai fait d'ailleurs 2 articles de blog à ce sujet, si vous voulez aller voir. Et puis, j'ai fait aussi de la sophrologie, j'ai testé l'hypnose, enfin bref. J'ai testé différentes choses et je trouvais que en mars, là, c'était vraiment une thérapie sur les blessures initiales qu'il me fallait. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'EMDR. Juste une petite parenthèse, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une approche pluridisciplinaire pour traiter les troubles alimentaires. Parce qu'en fait, chaque thérapie, elle ne travaille pas de la même façon et surtout pas les mêmes aspects de votre problématique. Il y en a certaines qui vont se concentrer sur les impacts dans le présent, donc les conséquences. Il y en a d'autres qui vont se concentrer sur les causes. Il y en a certaines qui vont utiliser la parole, d'autres qui vont utiliser des exercices plus concrets. Certaines sont longues, certaines sont brèves, dont le MDR d'ailleurs. Et donc, du coup, le MDR, en fait, ça se concentre sur les causes, la genèse de votre trouble et les événements traumatiques, en fait, qui sont à l'origine. Donc voilà, le MDR, je pense que c'est une thérapie qui est clairement sous-cotée, c'est-à-dire qu'on n'en entend pas beaucoup parler en fait, mais on s'imagine beaucoup de choses sur cette thérapie, on a beaucoup d'a priori et on ne connaît pas les bénéfices réels qu'elle peut avoir. Donc du coup, à travers cet épisode, je souhaite vous faire comprendre ce que c'est, comment ça se passe concrètement une séance et puis quels effets ils peuvent avoir, et notamment je vous donnerai mon expérience personnelle avec ça. Et puis, en fait, je répondrai même à la question de savoir si c'est grâce à l'EMDR que je me sens aussi bien aujourd'hui dans ma vie et puis est-ce que je sors définitivement des troubles alimentaires grâce à ça. Alors, un petit disclaimer quand même avant de commencer, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, enfin bref, je pratique pas l'EMDR. Toutes les informations que je vais vous donner sont vérifiées quand même, mais voilà, je vous donne quand même que mon avis en tant que patiente et puis ça me concerne vraiment moi, donc on peut pas non plus faire des généralités. Voilà, alors
Une petite anecdote, comment le MDR est arrivé à moi. En fait, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était, au tout début de mon anorexie, donc en 2015 ou 2016. Je rentrais à l'hôpital de jour, en fait, quand une fille, elle terminait son dernier jour et en fait, je lui ai demandé: «Mais comment, tu fait pour t'en sortir?» Et elle m'a parlé, du fait qu'elle avait suivi justement une thérapie de MDR. Donc je connaissais absolument pas. C'était vraiment la première fois que j'en ai entendu parler. Je l'ai noté dans mes notes, sur mon téléphone et en fait, j'ai gardé cette note, pendant longtemps. Sans jamais, m'y intéresser plus que ça, mais je l'avais gardé dans un coin de ma tête, mais je pense qu'en fait, j'étais juste pas prête à tester cette pratique qui m'était, vraiment méconnue. Enfin voilà, on pourrait se dire: «Ah mais c'est dommage, pourquoi tu l'as pas fait avant?» et tout ça, mais en fait non, je fais vraiment confiance à la vie et je pense que si les choses se sont passées comme ça, c'est que, bah, j'avais, beaucoup d'autres chemins à parcourir avant d'être prête pour le MDR. Bon, du coup, qu'est-ce que c'est l'EMDR? Donc j'articule bien EMDR. Donc en fait, c'est un acronyme anglais qui signifie, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Voilà, vous avez noté mon bel accent. Bon, en fait, concrètement, c'est une thérapie brève qui veut venir désensibiliser et retraiter les souvenirs par des mouvements oculaires, donc des yeux. On a entendu un peu plus parler de cette thérapie en 2015 parce que, il y a beaucoup de victimes des attentats de Paris qui ont testé le MDR et ils ont vraiment vu des effets, positifs notables sur, la gestion de leur traumatisme. Mais du coup, pour moi, le MDR, c'est vraiment, venir traiter les choses qui se cachent dans votre inconscient. Je vais, vous donner une image, enfin un exemple vraiment, qui n'a rien à voir avec les troubles alimentaires pour que vous puissiez, bien comprendre. En fait, je pense que dans le cas d'un stress post-traumatique, c'est souvent le cas dans les troubles alimentaires, on a consciemment envie de s'en sortir, d'aller mieux, mais inconsciemment, on a une partie de nous-mêmes qui nous en empêche. Par exemple, une personne qui a été renversée par une voiture ou qui tout simplement a vu une autre personne se faire renverser par une voiture. Et ben en fait, elle a vécu, du coup un traumatisme, du moins son cerveau l'a perçu comme ça et depuis, bah, cette personne, elle souffre d'un stress, post-traumatique qui se manifeste par, des crises d'angoisse, par exemple, dès lors qu'elle est, dans la rue ou dès lors qu'en fait elle entend, des bruits de voiture. Pourtant cette personne, bah, elle a conscience de ça et elle se dit, «J'ai vraiment envie de marcher, paisiblement dans la rue, sans être tétanisée par les bruits des voitures», et cetera. Mais le problème, c'est qu'inconsciemment, en fait, son cerveau, il est encore sous le choc avec ces souvenirs, qui sont, traumatiques et du coup, il génère en elle un sentiment d'insécurité et de peur. Donc du coup, dès qu'elle est dehors, ben, elle est en panique. Elle a des crises d'angoisse, en fait. Et pourtant, cette personne, elle peut avoir l'impression qu'elle est consciente de son problème, mais elle se rend pas compte des répercussions inconscientes, des schémas de croyances, en fait, qui se sont créés à la suite du choc qu'elle a eu, en fait. Donc en fait, les MDR, ça va vraiment venir travailler les déclencheurs, les souvenirs originels de vos symptômes actuels, donc qui peuvent être, bah, des crises d'angoisse, des cauchemars, des ruminations ou enfin, plus globalement, des troubles psychologiques comme les troubles alimentaires. Parce que dans mon cas là, la personne, elle était consciente de ce qu'elle avait, mais parfois on n'est pas conscient. On a juste, on a parfois des symptômes où on n'a même pas conscience qu'en fait c'est une conséquence d'un traumatisme. On n'est pas forcément conscient de toute la toile qui s'est tissée autour de l'événement traumatique. Donc en fait, les traumatismes, ils sont stockés de façon fonctionnelle à travers des souvenirs qui sont considérés comme étant à l'origine de votre pathologie. Souvent, enfin, selon moi, je pense que c'est stacké de façon dysfonctionnelle pour nous protéger. Personnellement, j'ai vécu des événements traumatisants dans mon enfance. Et pour me protéger, mon cerveau, il a rangé ses souvenirs dans un tiroir qu'il a pas bien fermé, mais où il s'est dit, bah, elle est encore trop jeune, trop enfant pour voir tout ça. Donc on va ranger tous ses souvenirs dans un tiroir dans l'inconscient pour pas qu'elle le comprenne tout de suite. Et d'ailleurs, en fait, j'ai fait une amnésie post-traumatique. Mais ce tiroir, il n'était pas complètement, fermé parce que mon cerveau savait qu'à un moment, il allait falloir, faire du tri dans ce tiroir pour, pouvoir l'archiver parce que, ben, il allait nuire à mon bon développement, en fait. Voilà, j'ai donné pas mal de métaphores. Je sais pas si vous comprenez, si vous comprenez bien, mais du coup, le MDR, c'est venir, retravailler des souvenirs qui sont, traumatiques, qui sont vécus comme traumatiques pour le cerveau, pour les ranger, dans une zone de la mémoire explicite pour leur donner du sens, en fait et en fait, démêler toutes les associations qui se sont faites depuis des années autour, de ces souvenirs traumatisants et qui enclenchent du coup des symptômes dans votre vie actuelle. Et du coup, comment, ça va se faire? Bah, par des stimulations bilatérales, donc le plus souvent des mouvements oculaires, rapides,
Mais ça peut prendre aussi la forme de stimuli tactiles, comme le fait de tapoter de part et d'autre des genoux ou sur les mains. Ou il y en a qui utilisent des stimuli auditifs. Mais je pense que c'est plus courant quand même d'utiliser les mouvements oculaires. En tout cas, moi, mes séances, elles sont basées sur les méthodes oculaires. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment intéressant de choisir le MDR pour les troubles alimentaires. Alors vous allez vous dire, mais pourtant ça n'agit pas sur l'alimentation ou sur l'image au corps. Mais en fait, si vous avez déjà écouté d'autres épisodes de ce podcast ou si vous avez lu différents articles de mon blog, j'ai déjà souvent exprimé qu'on ne guérit pas, selon moi, d'un trouble du comportement alimentaire en se focalisant sur l'alimentation. Parce que pour moi, l'alimentation et le contrôle sur le poids, c'est vraiment des conséquences de votre problématique. Et ce qu'il faut traiter pour une guérison efficace, c'est les causes du trouble alimentaire. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie pour que votre cerveau il ait développé un trouble alimentaire? Le trouble alimentaire, c'est souvent lié au contrôle, qui nous fait croire qu'en ayant le contrôle, on aura un sentiment de sécurité. Donc, de quoi votre corps cherche-t-il à se protéger, en fait? C'est pas facile de répondre à ces questions, surtout quand on s'est jamais posé sur ce sujet, seul ou en thérapie. Et puis surtout, en fait, c'est pas toujours un processus qui est conscient. Je pense que, en général, alors je suis pas médecin, psychiatre, psychologue, mais je suis rescapée, on va dire, de l'anorexie mentale et je pense vraiment que les troubles alimentaires sont généralement liés en fait à des événements traumatisants dans l'enfance ou plus tard en fait, parce que malheureusement on vit des événements traumatisants toute notre vie. Et c'est plus rare, mais il y a des anorexies ou des troubles alimentaires au global qui se déclenchent dans la vie adulte. Mais du coup, j'ai déjà vu en fait des recherches scientifiques très intéressantes qui justement mettaient en exergue le côté trauma dans l'enfance qui génère plus tard des troubles alimentaires. En fait, il y a une théorie de l'attachement qui suggère que l'on dispose tous d'un système inné lorsqu'on est enfant à rechercher la proximité avec un adulte. En fait, l'enfant, il va rechercher naturellement l'attention d'un adulte qui va s'occuper de lui. Souvent, c'est son parent ou la personne légale qui est en charge de lui. Et le fait que l'enfant dispose d'un parent qui lui donne de l'amour, de l'attention, ça va lui apporter un sentiment de sécurité. Et du coup, il va développer une représentation de lui-même qui implique qu'il est une personne méritante qui peut recevoir ce genre d'attention. Donc cette théorie, elle suppose que du coup, quand un parent est absent, donc qu'il soit absent vraiment physiquement, qu'il ne soit pas là, ou juste qu'il soit absent dans son attention, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas l'amour ou l'attention justement nécessaire au bon développement de l'enfant, et ça aura justement des conséquences sur le développement psychologique de l'enfant. C'est logique, puisqu'en fait, l'enfant, il va pas disposer de ce sentiment de sécurité dont on parlait juste avant et qui est nécessaire à la construction de l'enfant. Donc, il va du coup développer des stratégies de régulation émotionnelle qui sont souvent inadaptées et qui vont se traduire en troubles psychologiques. Donc, le manque de sécurité dans l'enfance, ça implique l'émergence, voire la persistance, s'il n'est pas traité, d'un état de stress post-traumatique dans la vie adulte. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'en fait, l'absence d'un parent ou d'une forme de figure représentative, en fait, nécessaire à la construction de l'enfant, c'est perçu comme un événement traumatique. C'est perçu en fait comme une maltraitance émotionnelle. Mais il existe plein d'autres événements traumatiques. Les événements traumatiques qui peuvent faire référence à une maltraitance émotionnelle, mais aussi physique, sexuelle. Voilà. C'était intéressant pour moi de parler de ça. C'est du coup quelque chose que j'ai lu dans une recherche scientifique et qui a vraiment fait écho en moi et que je trouvais intéressant de vous le partager parce que, quelquefois, on n'a pas toujours conscience que l'environnement dans lequel on a grandi a un impact en fait sur notre vie en général. Mais bref, en gros, les événements traumatiques qu'on peut connaître dans sa vie, ça constitue des facteurs de risque pour le développement de conduites autodestructrices, notamment ceux liés aux troubles alimentaires, donc par exemple le fait de se restreindre, de recourir à la compensation. Bref, en gros, ce que je pense, c'est que l'anorexie mentale, la boulimie ou en fait tous les types de troubles alimentaires, ils sont souvent liés à des événements traumatiques qui ne sont pas réglés en se focalisant uniquement sur la perception du corps et la relation à la nourriture. Après, c'est que mon avis. Voilà pourquoi, en fait, je pense que le MDR est vraiment très intéressant pour en fait, soigner les troubles alimentaires, même si ça doit venir en complément d'autres thérapies qui vont, comme je l'ai dit tout à l'heure,
toucher, d'autres parties de votre trouble. Donc ça peut être, un accompagnement, sur le plan nutritionnel, sur la perception du corps, mais même un accompagnement, en sophrologie pour apaiser votre mental. Enfin voilà. Je pense vraiment que le MDR est intéressant pour venir soigner en fait les souvenirs originels, les traumatismes originels à vos troubles alimentaires, les causes en fait de votre trouble alimentaire. Maintenant, je vais vous parler des prérequis pour une thérapie de MDR efficace. Ben, je vais commencer en fait par dire un prérequis qui n'en est pas un. Parce que souvent, on se dit, et surtout après tout ce que je viens de vous dire juste avant, il y a certaines personnes qui peuvent se dire, mais moi, j'ai pas vécu de traumatisme dans ma vie. Mais en fait, il faut pas forcément avoir vécu un traumatisme pour engager une thérapie de MDR. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous sentir légitime de choisir cette thérapie sans avoir été violé, agressé, attouché, battu. Enfin, il n'y a pas que ça qui sont des traumatismes. Tout simplement, en fait, tout le monde vit des traumatismes dans sa vie. Tout le monde vit des événements douloureux qui sont perçus comme un traumatisme, en fait, par le cerveau. Parce que tout le monde, malheureusement, connaît des décès, des ruptures, des humiliations, des insultes à l'école. Et parfois, on n'a même pas conscience que notre corps perçoit un événement comme traumatisant, justement parce que c'est inconscient, en fait. Par exemple, une crise de panique, elle ne vous met pas littéralement en danger. Il y a une peur, donc c'est pas nécessairement réel. Mais pourtant, le corps, lui, il vit vraiment cette crise comme un danger. L'impact d'un événement traumatique, en fait, ne dépend pas de sa nature, mais de la personne qui l'a vécu. Vous prenez 3 personnes qui peuvent avoir vraiment vécu le même événement traumatisant avec la même personne, etc. Elles vont pas du tout vivre toutes les 3 la même chose après. Elles vont pas le vivre de la même façon. Et c'est pas parce que l'une des 3 personnes n'a pas de conséquences psychologique apparente que les 2 autres doivent se sentir illégitimes de ressentir un stress post-traumatique. Non, parce que chaque personne vit des choses différemment, il n'y a pas de comparaison à avoir en fait. Donc voilà, en fait, ne vous dites pas, j'ai pas vécu de traumatisme, on vit tous des traumatismes, parce qu'on vit tous des événements douloureux. Et parfois, vous n'avez pas confiance en fait, surtout que vous avez vécu un événement traumatique. Ensuite, par contre, un prérequis qui en est un, c'est vraiment de bien choisir le praticien qui va vous faire cette thérapie de MDR. Tout le monde ne peut pas pratiquer le MDR. D'ailleurs, le faites pas vous-même avec juste les simples mouvements oculaires. Le MDR, ça peut être pratiqué par un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, mais qui sont certifiés. Une thérapie de MDR, ça suit un protocole spécifique qui demande vraiment une formation adéquate. D'ailleurs, les praticiens certifiés, ils sont répertoriés dans l'annuaire de MDR France. Vous pouvez aller voir directement sur leur site internet. Mais c'est vraiment important de vous assurer que votre praticien soit un professionnel certifié. Ensuite, lorsqu'on va dans une thérapie de MDR, il faut se sentir prêt. C'est-à-dire que il faut le faire parce que vous en avez envie de le faire pour vous et pas parce que on vous a demandé d'aller voir un thérapeute ou pour faire plaisir à un proche. C'est vraiment important que ça émane de votre volonté. Et en fait, ce conseil, il est valable pour toutes les thérapies. Faut vraiment vous souvenir, et ça, c'est un truc que je me disais souvent quand j'étais à l'hôpital, qui m'aidait à me battre, c'est que vous êtes la seule personne à vivre votre propre vie. Donc pensez à vous, pensez à votre bonheur et faites les choses pour vous. Autre chose, en rapport avec le fait d'être prêt, c'est quand on va dans une thérapie de MDR, on peut avoir peur. Je pense que c'est normal en fait de ressentir un peu de la peur parce qu'on a peur que tout à coup on ait des souvenirs qui arrivent à notre conscient et que notre cerveau avait choisi de classer dans notre inconscient pendant des années. Donc on a un peu peur de ce que peuvent être ces souvenirs. Mais en fait, c'est souvent des peurs, c'est plein de questions qu'on a par rapport à la MDR qui sont normales. Mais c'est des choses que vous devez lister et puis vous demanderez tout ça en fait à votre praticien qui en début de séance, il sera capable de vous rassurer, de vous apporter vraiment tous les éléments dont vous avez besoin pour que vous puissiez comprendre la thérapie de MDR. Vous pouvez lui faire confiance en fait. Et d'ailleurs, ça c'est un autre point, n'hésitez pas à être 100% transparent, à être honnête avec votre thérapeute parce que c'est un professionnel. Il a l'habitude, il va pas vous juger en fait. Et pareil, encore une fois, c'est un conseil qui vaut pour toutes les thérapies en général. Le but des praticiens, c'est vraiment de vous aider. Ils n'ont aucun intérêt à vous juger parce que sinon, ils n'en auraient pas fait leur métier. Ça, c'est 2 prérequis. Et puis, un autre prérequis, c'est d'être bien au moment où vous réalisez la thérapie de l'EMDR. Alors, évidemment, quand on souffre de troubles alimentaires, on n'est globalement pas très bien dans sa vie. Mais en fait, j'entends par là qu'il ne faut pas que vous soyez en surcharge mentale ou que vous venez justement de vivre un autre événement traumatique très récemment. Il faut que vous soyez à peu près stable émotionnellement
parce que le MDR va venir réveiller des souvenirs négatifs. Ça va venir appuyer sur des blessures ils sont pas toujours faciles à gérer. Ça peut générer des angoisses, des peurs, des cauchemars. Donc, ça peut être très déstabilisant. Donc, il vaut mieux être dans un moment de sa vie plutôt favorable et propice à travailler sur cette thérapie. Mais voilà, après, dans tous les cas, pareil, votre thérapeute, il va tout le temps prendre la température et puis il saura dire si il sent que c'est pas trop favorable pour faire une séance aujourd'hui, par exemple, si il vous sent trop émotif, quoi. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment ça se déroule concrètement une thérapie de MDR. Donc, en premier lieu, une thérapie de MDR commence toujours par une phase de préparation. En fait, vous attendez pas à faire de l'EMDR quand je dis faire de l'EMDR, c'est-à-dire à avoir les mouvements oculaires justement dès la première séance. Parce qu'en fait, le MDR, comme je vous l'ai dit juste avant, ça suit vraiment un protocole précis. La phase de préparation, elle est faite pour instaurer un environnement favorable, un environnement de confiance. Donc en fait, les premières séances, elles sont au nombre de 2-3. Après, c'est très aléatoire, ça dépend de chaque personne. Elles sont là pour créer une relation thérapeutique de confiance entre le praticien et le patient. Et c'est d'ailleurs là où vous allez sentir le fameux feeling. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller voir des psys ou quoi, et où j'avais pas du tout confiance en eux, où le feeling n'était pas passé, justement. Et du coup, je poursuivais pas parce que je me braquais, donc j'étais pas transparente, j'étais pas honnête, etc. Donc ça sert à rien de forcer parce que ça peut pas toujours fusionner. Et c'est normal en fait, tout le monde ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ça veut pas dire que le thérapeute est incompétent, c'est juste que à vous, il vous convient pas. Moi, le thérapeute que j'ai choisi, il m'a été recommandé parce qu'il est spécialisé dans mes événements traumatiques justement. Et d'ailleurs, ça, c'est une petite parenthèse, mais il y a des praticiens qui sont vraiment spécialisés dans certaines thématiques. C'est intéressant si vous trouvez de choisir un praticien qui est spécialisé dans votre thématique, puisqu'il aura plus d'expérience là-dessus. Mais donc, du coup, moi, il m'avait été recommandé, et en plus de ça, j'ai ressenti le fameux feeling dès la première séance, donc c'était parfait. Ensuite, durant les premières séances, en fait, c'est là où le psy, enfin moi c'est un psychologue, c'est là où il explique en fait comment ça va se passer. C'est là où moi je lui posais aussi toutes mes questions. Il y a vraiment pas de questions bêtes, donc vous pouvez tout lui poser comme ça, vous rassure complètement. Et en fait, c'est aussi pendant ces premières séances qu'on co-construit en fait un plan de ciblage. Donc en fait, le but de ce plan de ciblage, c'est que le thérapeute apprenne à nous connaître, qu'ils comprennent nos problématiques et qu'ils comprennent aussi nos différents souvenirs traumatiques. Et ça va lui permettre d'établir le plan de ciblage qui va être un peu le fil conducteur de la thérapie. Après, évidemment, ça reste modulable, hein, puisque au fil du temps, on peut avoir justement des nouveaux souvenirs qui reviennent au conscient, où on a d'autres choses qu'on avait oublié de dire et que du coup, on lui dit, et du coup, il peut adapter son plan de ciblage. Le plan de ciblage, du coup, il est vraiment très personnel d'une personne à une autre. Moi, mon thérapeute, il a par exemple choisi de traiter les souvenirs les plus lointains, où j'étais la plus jeune. Il a décidé de les traiter en premier, mais parce que après, dans mon cas, moi, c'est les événements traumatiques de départ, justement, c'est ceux qui ont engendré par effet ricochet d'autres expériences négatives. Après, je sais pas si à chaque fois les plans de ciblage se font en ordre chronologique. Moi, c'est comme ça qu'il a souhaité le faire. Et dans tous les cas, il me l'a été présenté et en fait, on valide le plan de ciblage. On dit si ça nous semble cohérent, tout ça. Ensuite, durant aussi cette phase préparatoire, on choisit un lieu de réconfort. En fait, c'est un lieu qui est sécurisant, qui peut être réel ou imaginaire, et où on peut y retrouver du réconfort si justement les émotions sont trop intenses lors des séances. Donc en fait, ce lieu de confort, on le trouve par un exercice de visualisation. Et en fait, on peut utiliser ce lieu de confort même à titre personnel. Au début où j'ai commencé la thérapie, j'avais le sentiment de me sentir en sécurité nulle part dans ma vie. Donc du coup, j'ai juste imaginé cet endroit. Et ça m'est arrivé déjà d'y aller à des moments où j'en pouvais plus. Ça m'est déjà arrivé de retrouver refuge dans cet endroit. Du coup, une fois que le plan de ciblage est défini, qu'il y a un climat de confiance qui est instauré, on peut commencer le travail de désensibilisation. Alors moi, ça s'est fait au bout de la 4e séance. Il y a certaines personnes, c'est au bout de la 3e séance. Après, comme je vous dis, c'est vraiment très variable et très subjectif pour chaque patient. Donc, la désensibilisation, ça se fait justement par le mouvement oculaire. Donc, en fait, le thérapeute, il place 2 doigts vers le haut, l'index et le majeur, à une certaine distance de vos yeux. Et il réalise en fait des mouvements horizontaux. Mais j'ai vu à certains endroits que ça pouvait être vertical, mais il me semble quand même que c'est plus rare. En tout cas, moi, c'est souvent, même toujours horizontal. Et en fait, c'est assez rapide. Moi, je me rappelle que j'avais été vachement étonnée de la rapidité. Donc, il faut suivre les yeux, quoi.
Je sais qu'il y a des thérapeutes qui utilisent aussi des baguettes ou des LED à la place des doigts. Je pense que c'est très personnel, ça dépend de ce que veut faire le thérapeute. J'imagine aussi que ça doit être, peut-être reposant parce que c'est pas ça doit être un peu fatigant quand même de tant bouger ses doigts comme ça. Mais bon voilà, en tout cas, je pense que ce qui est plus généralement utilisé, ça reste les doigts. Un souvenir va être traité en 1 ou 2 séances en moyenne. Après, ça dépend vraiment de son ressenti à l'égard de ce souvenir. En fait, avant de commencer la désensibilisation, donc le mouvement oculaire, le thérapeute, il va évaluer votre ressenti quant au souvenir. Donc, il va vous demander quelles émotions vous ressentez quand vous êtes au contact de ce souvenir. Potentiellement, il donner une note de 1 à 10, donc, où 10, ce serait ça vous gêne très fort. Et si vous ressentez physiquement ce souvenir dans votre corps, donc par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé que ça me serre à la gorge ou que genre, je sens que ma mâchoire est serrée ou que ça me donne mal au ventre. Vous lui dites tout ça, en fait. C'est assez difficile en vrai d'évaluer ces choses-là, mais il faut pas non plus trop réfléchir. Mais ça demande quand même d'être connecté à son corps, d'être à son écoute. Et ensuite, il va vous demander de vous imprégner ce souvenir. Donc, ça veut dire de vous replonger dans la situation vécue. Donc, peut-être que vous n'avez pas d'image derrière ce souvenir, que c'est plus un sentiment, un ressenti physique, justement. Bah, vous essayez de vous replonger dans ce souvenir et de là, il fera les mouvements avec ses doigts en vous demandant de vous laisser aller, en fait, que les images et les émotions elles doivent venir à vous sans que vous ayez envie de forcer. Franchement, c'est pas simple, surtout pour des personnes qui ont l'habitude de overthink, donc de constamment penser, comme moi par exemple. Et en fait, c'est assez dur parce qu'on se dit mais là, je vais penser à un truc, c'est sûr, je vais repenser à, je sais pas, un truc qui s'est passé dans ma journée ou quoi. Et en fait, il y a des moments où, ouais, on y va complètement et on est en train de repenser, je sais pas, à un truc qui s'est passé aujourd'hui ou à un truc qu'on a prévu de faire ce week-end. Et parfois, on a l'impression que genre on y va complètement et que du coup, on fait pas les choses bien. Mais en fait, il faut faire confiance à notre cerveau. Parce que parfois, il peut s'avérer qu'en creusant notre cerveau, il fait le lien avec quelque chose qui s'est passé dans notre journée ou quelque chose qu'on a prévu ce week-end. Bah, pas par hasard en fait. Ça peut avoir un lien avec le souvenir initial. Peut-être que vous ressentez le même sentiment. Mais en fait, le thérapeute, je sais pas, il va faire le mouvement allez, une dizaine de fois, c'est vraiment un chiffre au hasard, et il va faire une pause, et il va dire bah, qu'est-ce qui vient à vous là actuellement. Donc en fait, il s'agit de dire bah, justement l'image qu'on a, par exemple, ça nous a amené à un autre souvenir, ou si par exemple ça nous a amené à une autre émotion, ou si ça nous a fait penser à quelqu'un. Et ensuite, ben, on reprend les mouvements oculaires à partir du coup la dernière image qui nous est venue. Et si le thérapeute note qu'on est vraiment parti trop loin du souvenir et que ça n'a pas d'intérêt, il va nous remettre en condition de façon à ce qu'on se ressente sur le souvenir initial. Et en fait, le praticien, il recommence le process de désensibilisation d'un souvenir jusqu'à ce que l'émotion négative, elle soit ressentie au plus bas. Parce qu'en fait, à la fin de la séance, le thérapeute, il évolue à nouveau nos sentiments au contact de ce souvenir initial. Donc, on redonne une note de 1 à 10 quant à l'intensité du souvenir. On dit bah, si on le ressent corporellement, donc physiquement, l'émotion qui nous vient naturellement, etc. Moi, personnellement, j'ai toujours ressenti que je parvenais à prendre beaucoup plus de recul face au souvenir. Il m'atteignait moins. Mais j'ai eu d'autres séances où le souvenir, il était encore très intense. Et du coup, bah, c'est à ça que l'évaluation du thérapeute, elle sert. Du coup, le thérapeute sait qu'à la prochaine séance, bah, on fera encore un travail de désensibilisation et de retraitement là-dessus. Et avant de nous laisser partir, le thérapeute, il prend le temps de nous ramener à la réalité, entre guillemets. C'est-à-dire que bah, le travail de désensibilisation, il peut être vraiment déstabilisant. On réveille toutes les blessures du passé, donc son rôle, ça va être de pas nous laisser en détresse émotionnelle, en fait. Ça va être de nous mettre dans un état émotionnel stable. Et il peut d'ailleurs passer par l'utilisation du lieu de sécurité. Alors juste une petite parenthèse, c'est évident pour moi, mais je le précise quand même, on est bien conscient lors des séances de MDR. On n'est pas du tout, c'est pas comme l'hypnose. D'ailleurs, en fait, moi, l'hypnose, j'étais quand même consciente. Et d'ailleurs, c'est un aspect important de la thérapie de dire que on est présent parce que mon thérapeute, justement, parfois, il énonce clairement à voix haute pendant la désensibilisation, donc pendant le mouvement oculaire, que on est dans le présent, que le passé est passé, qu'il ne m'impacte plus aujourd'hui et que je suis présente ici et maintenant. Et moi, personnellement, ça m'aide beaucoup. Bon, alors, d'abord, ça me surprend parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce qu'il me parle. Mais après, en fait, ça permet au cerveau d'enregistrer que le passé est distinct du présent et qu'une situation du passé n'arrivera plus aujourd'hui. Donc voilà. Quels effets ça a et au bout de combien de temps? Alors, le temps d'une thérapie, c'est vraiment subjectif à chaque personne. C'est au cas par cas et je sais même pas vous dire encore combien de séances il me reste, personnellement. Prends le temps qu'il faut. De toute façon, c'est pour ma santé, c'est pour un mieux-être à vie. Donc, je me mets pas de pression.
Mais ça va vraiment dépendre de où vous en êtes dans votre parcours psychologique, de votre rapport à votre trouble alimentaire, du contexte environnemental dans lequel vous êtes, et cetera. Je pense que les effets aussi sont très personnels, et dépendent de chaque personne. Moi, je perçois des effets notables, depuis au moins 1 mois et demi, 2 mois et ça fait presque 6 mois que je suis en thérapie. Après, je dis pas que ça veut dire que ça prend 4 mois à faire effet. Les effets, en fait, ils sont vraiment petit à petit, pas à pas. Enfin, j'ai pas fait une séance de MDR et le lendemain, je me suis réveillée en me disant: «Waouh, je sens une modification dingue dans mon corps, dans ma vie». Non, vraiment, ça se fait, insidieusement et là, c'est avec du recul où là, je me sens vraiment bien en ce moment dans ma vie et du coup, je me dis: «Ben, je pense que c'est vraiment, lié au à l'EMDR, en fait». Avant les séances de désensibilisation, j'étais quand même assez sceptique sur le fait d'avoir des souvenirs ou des sentiments que j'aurais ne pas pu, avoir déjà perçus après autant d'années de thérapie justement. Mais en fait, je me suis surprise à percevoir des souvenirs, qui n'étaient pas spécialement traumatisants, hein, mais dont j'avais absolument plus, conscience que je les avais stockés et c'est des souvenirs qui sont pas traumatisants, mais qui m'ont permis de comprendre des certaines façons de penser. J'ai également, réussi à comprendre beaucoup de choses, dans mon comportement d'aujourd'hui, dans des sentiments que j'ai à l'égard des autres, que ce soit mes parents, mes collègues de travail ou même, une façon d'être avec moi-même. Je pense que le MDR m'a vraiment aidé à faire des liens entre des souvenirs dont j'aurais pas imaginé qu'il y avait des liens justement. Quand j'ai commencé ma thérapie de MDR, du coup, j'avais un énorme contrôle sur mon alimentation. Et sur ma vie en général, en fait. Si j'avais, une soirée où j'étais invitée alors que c'était pas prévu, ben, c'était la cata. Il y avait quelqu'un qui venait, mais même sans que ce soit pour manger, hein, c'était la cata. Enfin, il y avait plein de choses, je devais tout contrôler et la moindre chose que je ne contrôlais pas, même qui n'ait pas de rapport avec l'alimentation, ça me déstabilisait complètement. Aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à lâcher prise justement sur le contrôle, notamment sur la nourriture. Je pense qu'en travaillant sur, mes souvenirs traumatiques, initiaux, mon cerveau, il les a mieux retraités et du coup, leur impact sur moi, bah, ils sont moins envahissants. Donc du coup, mon cerveau, il ressent moins le besoin de se sentir en sécurité et donc je contrôle beaucoup moins, par conséquent, mon corps et mon alimentation. Je suis presque sûre que c'est du coup grâce au travail que j'ai fait sur l'EMDR que je suis aussi, que j'ai réussi à aussi vite relâcher mon contrôle sur la nourriture. Alors après, attention, j'étais pas, dans la détresse, émotionnelle. La maladie, elle avait pas une emprise aussi forte que lorsque j'étais malade en 2017-2018 comme, je vous l'ai fait, percevoir dans mon épisode spécial, dans ma tête, d'anorexique. Mais je peux pas non plus vous dire que le MDR guérit magiquement et rapidement les troubles alimentaires, ce serait trop simple malheureusement. Mais moi, je pense que vraiment c'est, la brique qui me manquait à mon schéma thérapeutique pour, vraiment me libérer, là-dessus. Le MDR, ça a également le fait de me faire prendre confiance en moi. J'ai vraiment pris conscience de la force mentale que j'avais, de mon indépendance face à mes parents, de mes capacités et du fait que justement, bah, je peux me faire confiance pour surpasser, n'importe quel, combat dans ma vie. Pour vous donner un exemple, sans que ce soit trop personnel, j'ai pris par exemple conscience de l'effet qu'a eu, le MDR sur moi à Noël. Une personne très traditionnelle et j'étais extrêmement proche de mes parents, notamment de ma mère. Il y a certaines fois ces dernières années, ça m'est arrivé de pleurer vraiment à chaudes larmes parce que mes parents me manquaient alors que je les ai souvent au téléphone. Enfin, maintenant, j'habite à Lyon, donc mes parents sont du Nord, donc pas loin de Lille. Et je rentrais tous les mois. Enfin, c'était impossible pour moi de ne pas rentrer tous les mois. Et en fait, cette année, j'ai fait le choix, au dernier moment, de faire Noël ben, dans la famille de mon copain. Et ça m'a assez surpris parce que ça m'a pas impacté émotionnellement et ça m'a même pas impacté du tout. Enfin, j'étais pas triste. Mais je suis quand même revenue les voir pour les vacances de Noël. J'avais prévu de rester un peu plus d'une semaine et finalement, je suis restée que 3 4 jours parce qu'en fait, là-bas, j'ai pris conscience que je me sentais pas chez moi, je me sentais pas en sécurité dans ma maison d'enfance. Et j'ai su l'exprimer à mes parents sans culpabiliser parce que bah, juste, j'ai le droit de me sentir mieux ailleurs que chez mes parents. Et ça veut pas dire que je les aime pas et ça veut pas dire. Ça veut juste dire en fait que j'ai grandi et que je vis ma vie telle qu'elle me plaît, même si elle ressemble pas à celle de mes parents. Et ça, pour moi, c'est vraiment un grand pas. Même un autre petit exemple, c'est que ben là, du coup, j'ai pas prévu de rentrer chez mes parents avant 2 3 mois et bah pareil, quoi, je me sens pas du tout mal, quoi. Je suis très heureuse dans ma vie ici à Lyon et je ressens pas ce besoin de me réfugier chez mes parents. Donc voilà, globalement, le MDR m'aide énormément. Je vois des effets significatifs dans mon comportement, dans ma façon de penser, dans ma façon d'aborder la vie, en fait. Voilà, je poursuis toujours cette thérapie, donc je pense qu'elle aura d'autres effets.
Est-ce qu'elle a des effets indésirables? Je pense pas qu'il y ait d'effets indésirables. Après, encore une fois, je suis pas médecin. Je vous partage simplement mon vécu. Alors moi, personnellement, je me sens toujours un peu fatiguée après chaque séance. Même les premières où je faisais pas le mouvement des yeux, mais juste tout raconter, c'est éprouvant en fait de remuer ses blessures, tout simplement. Après certaines séances, le lendemain aussi, j'étais complètement HS, avide d'énergie. Ça m'est arrivé aussi de faire des cauchemars les nuits qui suivent ou de ressentir des émotions négatives ou juste en fait de repenser à des choses auxquelles j'avais pas pensé depuis un siècle. Bon, c'est pas évident en vrai, mais c'est normal parce qu'en fait c'est juste le cerveau qui travaille. D'ailleurs, c'est intéressant de noter dans vos notes sur vos portables ou sur un cahier si vous avez toujours un carnet de notes à proximité, mais de noter vos cauchemars ou les pensées que vous avez à la suite des séances parce que lors de la prochaine séance, le thérapeute il va vous demander si vous avez repéré des changements dans votre vie ou quoi. Après, moi, j'ai souvent mal à la tête le soir ou le lendemain, mais en fait, c'est un mal de tête comme quand on pense trop, justement, et que juste ça travaille énormément dans notre tête, mais c'est pas non plus trop gênant. Voilà, je pense pas qu'il y ait d'autres effets secondaires. Je continue cette thérapie, donc il se pourrait bien que je refasse un épisode avec d'autres retours. Ou alors, j'ai fait un article sur mon blog que je vous mettrai du coup en description. Peut-être que je mettrai à jour aussi cet article. Je suis consciente que j'ai toujours des choses à travailler pour être sûre en fait d'évacuer la totalité des symptômes des troubles alimentaires. Il pourrait encore potentiellement me rester. Je veux vraiment être sûre de tout travailler. Donc du coup, en fait, je ne vous ai pas répondu à la question. Est-ce que je suis en train de sortir définitivement des troubles alimentaires grâce à l'EMDR? Je sens clairement que je suis au bout du tunnel, mais dire que c'est grâce à l'EMDR, je pourrais pas dire ça. Pour moi, c'est vraiment encore une fois un ensemble de choses. Pour moi, c'est le fait d'avoir fait aussi tout le travail que j'ai fait encore en amont, quoi. C'est-à-dire les thérapies analytiques, les thérapies cognitivo-comportementales. C'est le fait d'avoir été hospitalisée 2 fois qui fait que du coup, j'ai eu le temps de bien penser à ma vie, d'avoir fait des entretiens familiaux. C'est le fait d'avoir toujours cherché à me battre. C'est le fait d'avoir toujours essayé la psychologie positive, de lire des livres qui donnent des leçons de vie, entre guillemets. Mais après, c'est clair que c'est la thérapie qu'il me fallait. Et en tout cas, c'est grâce à cette thérapie que j'arrive à prendre du recul sur les événements traumatiques qui ont engendré des schémas de croyance chez moi. Notamment le fait de vouloir être perfectionniste, etc. J'arrive enfin à lâcher prise sur pas mal de choses grâce à l'EMDR, ça j'en suis persuadée. En tout cas, vraiment, je vous conseille de tester cette thérapie et de vous en faire votre propre avis. Je vous invite à partager votre expérience en commentaire si jamais vous avez expérimenté l'EMDR. Et puis n'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao!